peu tout le monde me connaît, mais enfin brièvement, donc je m'appelle Michel, Michel Saramito. Je précise quand même que niveau travail, j'ai été donc infirmier DE puis cadre médical en psychiatrie, donc pendant près d'une trentaine d'années. Et puis je dirais depuis l'âge de 16 ans, c'est toute une histoire. Je suis passionné de tout ce qui est parapsychologie, phénomènes inexpliqués, et je dirais aussi toutes les techniques entre guillemets qui amènent à ce qu'on appelle des états modifiés de conscience, c'est-à-dire un peu ce qu'on appelle actuellement les médecines non conventionnelles, intégratives, parallèles, etc., etc. Donc je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Dommage donc que le président donc, de cette association, c'est donc l'association culturelle égypto-européenne, n'est pas là ce soir, donc, et bon, je le remercie en tout cas, la pensée se transmet, de nous accueillir ici ce soir. Donc nous avons rencontré Maher Youssif, c'est son nom, le président, tout simplement au rendez-vous des associations, à nouveau cette année. Et donc Maher, on peut dire un tout petit comité, est quand même très ouvert, bien entendu, à tous ces phénomènes un peu inexpliqués, peut-être à ce qui concerne un peu les entités, semble-t-il, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, parce qu'il m'a plus ou moins confié que donc en tant que journaliste de guerre, très souvent il s'est tellement senti protégé en quelque sorte que pour lui ça a été une ouverture probablement à autre chose que tout ce qui est vraiment matériel, terrestre. Donc comme je vous disais, à peu près 1h15, 1h30, donc cette conférence. Donc je l'ai appelée, je permets de m'asseoir, ce sera plus facile. Alors je vis dessus, chaque fois je suis dans mes petits souliers, comme on dit, c'est-à-dire pas trop à l'aise. Hein. Donc vous me pardonnerez si je bafouille un peu. Alors comme beaucoup de personnes, la plupart d'entre vous n'étaient pas là la dernière fois, je voudrais quand même vous dire deux mots de ce que moi j'appelle, enfin, je ne suis pas le seul, les états modifiés de conscience. Donc ma précédente conférence, je l'avais intitulée « Du magnétisme à l'hypnose ». Et celle-ci, donc, c'est de l'hypnose aux expansions de conscience, et j'ai même la prétention de rajouter « chemin de lumière vers la spiritualité ». Alors, en deux mots, si vous voulez, donc, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose surtout au niveau expérimental. Il n'y a pas d'autre mot, donc c'était simplement un outil qui m'intéressait beaucoup au niveau recherche en quelque sorte parapsychologique. Donc la dernière fois, ce que j'ai essayé de faire passer comme message, c'est qu'on peut amener à ce qu'on appelle des états modifiés de conscience, et des états modifiés de conscience dans le sens presque physiologique du terme, c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a des changements au niveau cérébral grâce aux électroencéphalogrammes, mais surtout, je dirais, et ça c'est la deuxième conférence, j'ai envie de vous dire au niveau spirituel. Ceci à travers aussi un travail que l'on doit faire, enfin que l'on peut faire au niveau global. Quand je dis global, c'est à dire à travers une thérapie holistique. La dernière fois, donc, je disais aussi qu'en quelque sorte, si je m'adresse à vous, c'est, semble-t-il, les scientifiques, plus ou moins, étaient d'accord jusqu'à présent, on a un cerveau gauche et un cerveau droit. Sous-entendu, le cerveau gauche, en quelque sorte, c'est celui des rationalistes, celui qui permet de réfléchir, de comprendre, c'est celui aussi qui nous permet d'avoir peut-être un esprit de discernement. Donc c'est important aussi qu'à travers ce que je vais essayer de vous faire passer comme message, vous arriviez peut-être à essayer de comprendre, si je m'explique assez bien, ce que je voudrais vous dire. Mais surtout, donc, je m'adresse surtout à votre cerveau, je dirais droit, c'est celui des intuitions, c'est celui du cœur, c'est celui des émotions, c'est celui du ressenti. Puisque moi, je vous parle surtout d'expériences, enfin, des thérapies que j'ai amenées auprès de certaines personnes, ou aussi, mais on ne va pas rentrer dans les détails très personnels, de ma propre thérapie, pour pouvoir vous affirmer certaines choses. Donc je vous demande à la fois d'avoir ce côté discernement, mais aussi de sentir les choses à travers ce que je vais essayer de vous faire passer. Je disais état modifié de conscience, on a commencé à mettre les personnes en état modifié de conscience il y a environ 200 ans, et un des premiers, en quelque sorte, qui est très connu, c'est Mesmer. Donc pas le Mesmer dont on parle au niveau hypnose là actuellement, le fascinateur donc, mais Mesmer était donc un thérapeute allemand, et il a été quand même le premier, en quelque sorte, à parler de fluide universel qui, théoriquement, réunissait tous les êtres de l'univers, tous les êtres de cette Terre en tout cas, et d'un certain fluide. Et quand je dis Mesmer, fluide,
Je veux dire par là qu'il utilisait uniquement ce qu'à l'époque on a commencé à appeler le magnétisme, c'est-à-dire qu'il utilisait uniquement les mains en faisant des passes magnétiques, et il obtenait donc chez certains patients plus ou moins des crises convulsives, et qui amenaient donc un état modifié de conscience en même temps. Donc comprenez-moi bien, uniquement les mains amènent à un état modifié de conscience. Je ne sais pas si c'est la peine que je fasse passer. Simplement, je vais passer, ce n'est pas indispensable. Sachez donc que ce fameux magnétisme, maintenant, on parle de plus en plus de pratiquants du Reiki. Pour moi, c'est la même chose, on utilise les mains. On parle de plus en plus aussi de thérapie énergétique. Et en général, les personnes qui disent être pratiquants du Reiki, énergéticiens, quelque part, utilisent leurs mains. Donc notre grande idée, ma grande idée au niveau de mon association, notre association, le CEPI, Centre d'études parapsychologiques et des phénomènes expliqués, est de démontrer que cette fameuse énergie, ce fameux magnétisme dont parlait Mesmer, et je crois qu'il faut réhabiliter Mesmer, ce n'est pas un effet placebo. Bien entendu, la confiance, le charisme que peut avoir un thérapeute va vous aider peut-être à faire un gros travail sur vous-même en profondeur. Mais quand on arrive à dessécher des fruits, de la viande, du poisson, avec bien sûr un fruit témoin éventuellement et l'autre que vous allez magnétiser, ce n'est pas du tout un effet placebo, il y a bel et bien un effet qui se produit. Et donc nous avons comme idée, comme projet de reprendre justement dans notre association, encore nous faut-il les moyens en tant que laboratoire, médecins qui veulent bien nous aider, on avait commencé, des expériences non plus sur les fruits, mais des expériences qui peuvent être beaucoup plus facilement, je dirais, quantifiées, et donc avec un protocole modulable sur des boîtes de pétri, donc qui seraient ensémencées éventuellement de levures, de champignons ou pourquoi pas de microbes. Le magnétisme, donc uniquement les mains. Très rapidement, donc deuxième moyen pour emmener des personnes à un état modifié de conscience, c'est tout simplement le regard. Fixer une personne pendant longtemps, c'est des fascinateurs, simplement avec le regard, petit à petit, la personne arrive dans un état modifié de conscience qui va pouvoir l'aider au niveau d'une thérapie. Troisième, bien entendu, moyen, c'est tout simplement la suggestion. La suggestion, j'oublie de vous regarder, je n'utilise pas mes mains, vous êtes bien là, assise ou étendue, c'est beaucoup plus facile. On va vous donner des suggestions, vous êtes de mieux en mieux, de plus en plus calme et détendu, vous allez de plus en plus avoir un sentiment de mieux-être, de plus grande confiance en vous, etc., etc. Et on va finir éventuellement par utiliser aussi le mot sommeil, donc, puisque hypnose signifie sommeil au départ. Et donc simplement la suggestion va vous amener dans un état modifié de conscience. Expérience extraordinaire qui a été faite donc il y a 150 ans à peu près, pas par n'importe qui, c'était des élèves comment dire, du professeur Richer, qui était quand même un médecin qui avait eu le prix Nobel de physique. C'est une description qui sont faites dans certains ouvrages. Donc un de ses élèves, enfin on a qu'imaginé élève, un hypnotiseur avait donc ce qu'on appelle un très bon sujet, parce qu'effectivement, quand vous voyez par exemple l'hypnose de scène, on sélectionne d'abord les sujets. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, sans qu'on sache, enfin moi en tout cas, sans que je ne sache pas trop pourquoi. C'est ça qu'on parle aussi, en parlant d'hypnose, on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qui emmène à ces états modifiés de conscience. Donc premier moyen, je vais revenir au quatrième, premier moyen, uniquement les passes. Deuxième moyen, éventuellement, donc je vous ai dit, la fascination, le regard. Troisième moyen, la suggestion. Et quatrième moyen, donc cette expérience que je vais vous décrire, il y avait donc un très bon sujet qui a été hypnotisé des quantités de fois par un hypnotiseur. Et puis un jour, l'hypnotiseur s'aperçoit que son sujet est à, mettons, 100 mètres de là, en train de lire un journal à un bar, et il a la bonne idée de dire, ben, tiens, je vais voir si télépathiquement, par la pensée, par la concentration mentale, je vais pouvoir l'influencer à distance et l'emmener dans un état modifié de conscience spontané en hypnose. Effectivement, d'après ce qui est décrit, et je sais que c'est tout à fait possible, mais pas avec n'importe qui, bien entendu, il se concentre, il envoie comme suggestion mentale, pas les mains, pas le regard, ni rien, puisque c'est à l'insu de la personne, les suggestions, comme quoi, petit à petit, il va avoir les oreilles, les yeux qui lui piquent, qu'elle va avoir une impression de sommeil et que finalement elle va s'endormir. Et effectivement, à un moment donné, d'après ce qui est décrit, la personne s'endort en lisant éventuellement son journal. Et là, bien entendu, on peut penser que c'est un sommeil naturel, qu'elle est fatiguée tout simplement, et il lui envoie ensuite comme suggestion, puisqu'elle est endormie théoriquement par lui-même, de venir le rejoindre. Et effectivement, la personne en somnambulisme, petit à petit,
rejoint son hypnotiseur. Donc quatrième moyen, mais ça c'est pas quelque chose d'habituel et de courant, probablement la concentration mentale, la visualisation mentale de ce que l'on veut obtenir, donc de l'intention très très forte du résultat qui est déjà obtenu, va permettre aussi à amener la personne dans un état modifié de conscience. Alors très rapidement un peu l'histoire du CEPI. Le CEPI, donc, comme je vous disais, j'ai travaillé en service de psychiatrie et grosso modo, si vous voulez, pour résumer, j'ai eu la chance pendant une grande partie du restant de ma carrière de travailler avec un médecin qui était le professeur Colomb et qui avait donc permis en quelque sorte aux guérisseurs africains de rentrer discrètement donc, dans l'hôpital psychiatrique où il travaillait à Fan, en Afrique, le nom me vient. Il s'est aperçu donc que ces guérisseurs, ces sorciers africains, des fois avaient des résultats que la médecine officielle n'avait pas du tout, avec les neuroleptiques, avec les antidépresseurs, etc. etc. Et donc, en l'honneur, malheureusement, si je puis dire, du décès de ce médecin, donc le professeur Colomb, il n'est resté qu'une année en vie en France, a été créée l'association Psychiatrie sans frontières. Donc au départ, si vous voulez, j'ai oublié de le préciser, le CEPI a été une section de l'association culturelle du CHU, donc tout simplement, et c'est là où j'ai commencé avec d'autres à faire les premières expériences au niveau hypnose, parapsychologie surtout. Ensuite, nous avons organisé des conférences, tout le temps, justement, dans le cadre non plus de l'association culturelle, mais de l'association Psychiatrie sans frontières, tout simplement dans le service où j'étais donc infirmier puis cadre médical. Alors là aussi, je tiens à chaque fois à le dire. Au départ, je le dis bien, je n'étais pas du tout avec les compétences que j'ose dire de thérapeute actuel. Mais je me suis de suite aperçu, à travers des expériences d'hypnose, que cela permettait très souvent de soulager des personnes sans même chercher à leur donner une suggestion thérapeutique. Je me suis rendu compte qu'effectivement, surtout, on ne peut pas juger qui que ce soit, parce qu'effectivement, ne serait-ce que quand on découvre toute cette partie, entre guillemets, inconsciente de la personne à travers des recherches, justement, de régression de mémoire, ou tout simplement quand d'un seul coup la porte s'ouvre au niveau, justement, on parlait d'expansion de conscience, tout cela est très thérapeutique de toute manière. Et donc moi j'ose vous dire aussi, bon ben, ça m'a permis aussi de peut-être aussi aimer davantage les patients que nous avions avec nous, les familles aussi, parce que souvent on accusait les familles d'être un peu responsables de l'état mental de leurs enfants, et donc d'aimer tout simplement mon prochain. Je le pense, je dis que c'est vrai, tout à fait vrai. Souvent on me disait aussi, donc après on va passer à la deuxième partie, bien entendu, les personnes qui venaient pour la première fois au niveau expérience me disaient « Oh mais l'hypnose, moi ça me fait peur, qu'est-ce que vous allez me faire faire, qu'est-ce que vous allez me faire dire, est-ce que vous allez pouvoir me réveiller ?» Puisque, entre guillemets, j'utilisais surtout, pourquoi pas encore, le mot sommeil. Je dis surtout que l'hypnose, c'est avant tout un contrat de confiance, c'est un partenariat où il ne faut surtout pas du tout forcer quoi que ce soit. Donc aussi le paradoxe, c'est qu'au départ, il faut que la personne soit à l'écoute, soit concentrée sur ce qu'on lui dit, et à un moment donné, donc je dis paradoxe, c'est qu'à un moment donné, elle va ce qu'on appelle lâcher prise. Alors lâcher prise, on va en parler surtout dans cette conférence, sur les expansions de conscience. Parce que si effectivement elle est toujours côté, je dirais, gauche du cerveau, qui réfléchit, qui analyse, qui décortique, elle ne va pas pouvoir lâcher prise. L'expérience que j'ai envie de vous citer, donc je devais avoir peut-être 20 ans à l'époque, c'était pas Mesmer, mais d'autres hypnotiseurs qui venaient à Nice. Et un jour, je me suis dit, ben, tiens, je vais monter sur scène pour me laisser, entre guillemets, hypnotiser. Mais l'idée était surtout de voir, d'essayer d'apprendre comment ils faisaient. Et effectivement, donc j'ai réussi à faire l'expérience avec de nombreuses personnes. Et d'emblée, si vous voulez, involontairement, si je puis dire, parce qu'il était très doué, j'ai lâché prise dans la mesure où je me suis retrouvé partant en arrière et tombant pratiquement dans ses bras. Et puis comme il a senti que repasser devant moi, je résistais, il m'a mis à part, et effectivement, donc, je n'ai pas servi de sujet d'hypnose, puisque mon but n'était pas de lâcher prise, bien entendu, mais au contraire, de résister et de comprendre un peu comment ça se passait. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est le paradoxe, à la fois il faut se concentrer, être bien conscient des suggestions, accepter de regarder la personne, etc., d'entendre les suggestions qu'on lui donne, et à un moment donné, pof, elle bascule, et elle lâche prise, et on arrive là à proposer le travail pour lequel elle vient éventuellement me rencontrer, nous rencontrer.
Aussi, j'ai beaucoup précisé deux choses qui me paraissent vraiment indispensables à comprendre. Quand nous tous, on a tous éventuellement des symptômes, mais aussi des causes à nos problèmes existentiels. Quand je dis symptômes, par exemple, on ne peut pas s'arrêter de fumer, on a une peur sans motiver de simplement enlever alors qu'il n'est pas dangereux, on peut avoir peur de se faire une prise de sang, on peut être toujours triste parce que on ne comprend pas très bien pourquoi, etc., etc. C'est le symptôme. Donc le but, c'est pas simplement avec des suggestions, surtout post-hypnotiques, ou autres, ce qu'on appelle maintenant un ancrage en hypnose ericksonienne, c'est pas le tout de donner des suggestions qui vont diminuer le symptôme et si tout va bien, plus ou moins l'annuler, surtout pas. Moi je dis, il nous a toujours été dit, le symptôme c'est un signe d'alarme à ne pas supprimer de quelque manière que ce soit, tant qu'on n'en connaît pas la cause. Tout simplement, j'ai un gros problème, imaginons, c'est tout à fait faux, bien entendu, mon Dieu merci, hein, mal à la tête depuis très longtemps, je prends quelques comprimés, mal à la tête, symptôme disparaît, bon, à nouveau, je continue à avoir mal à la tête, je prends des comprimés un peu plus forts, le mal à la tête disparaît moins bien, puis un beau jour, je vais voir mon médecin qui me dit, non mais attends, peut-être il faut quand même faire un électroencéphalogramme, une radiogramme, il faut voir autre chose. Et sous-entendu, donc ça peut être quelque chose de très grave, si on a supprimé le symptôme avec un médicament antalgique ou avec des suggestions post-hypnotiques, il ne faut surtout pas le faire. Donc pareil pour n'importe quel problème existentiel, il faut aller à la cause des problèmes, à la source des problèmes. Et comment on va y arriver? Donc tout simplement à travers ce qu'on appelle des régressions de mémoire. Régression de mémoire signifie tout simplement, si la personne, bienvenue monsieur, montez les places devant, s'il vous plaît. Merci d'être là. Donc, régression de mémoire signifie que l'on va proposer à la personne de faire un retour en arrière dans sa vie présente. Dans cette deuxième conférence, on va parler aussi dans sa vie intra-utérine et à la naissance. Et si on veut bien accepter qu'on n'est que de passage, en fait, pour moi c'est devenu une conviction, une réalité, de passage, je veux dire que chaque vie en fait par une autre, on va revenir en arrière dans ce qu'il est convenu d'appeler nos précédentes vies. Donc, régression de mémoire signifie qu'on va ramener la personne, comme je vous dis, dans son passé. Et je dirais, malheureusement, oui, malheureusement, beaucoup de personnes à qui, éventuellement, je peux proposer une aide et qui me le demandent, je leur explique un peu ce que c'est, et quand je leur dis, ben voilà, il va falloir revenir en arrière, éventuellement, pour comprendre qu'est-ce qui fait que, là, actuellement, vous avez tel problème, ça peut être toujours pareil, de la tristesse, ça peut être une peur, c'est peut-être de la colère, c'est peut-être un attachement, enfin, multiples symptômes en quelque sorte. Et les personnes souvent disent, ah non, non, surtout, je ne veux pas remuer le passé. Et moi je dis, si vous ne voulez pas remuer le passé, ne serait-ce qu'en échangeant avec moi, en état de veille, comme vous et moi maintenant, je ne pourrais pas vous aider. Hein. Donc un autre mot qui signifiait aussi régression de mémoire, donc ramener la personne au niveau émotionnel dans ses causes en quelque sorte, dans les causes de ses problèmes pour qu'elle trouve elle-même les solutions, s'appelait catharsis. Catharsis signifie aussi soulagement de l'âme. Alors bien entendu, moi je ne vous cache pas, je suis passé par là pendant très longtemps, on rentre dans les détails plus ou moins après, donc 100, 150 séances, pas toujours comment dire, en état modifié de conscience. Les événements que l'on va retrouver, que vous allez retrouver, mettez-vous à votre place, hein, sont toujours en général angoissants. C'est pour ça que je ne veux pas revenir en arrière, surtout angoissants, parfois bouleversants, parce qu'on va revivre éventuellement des événements qu'on appelle en hypnose non terminés, c'est-à-dire changer d'émotion, et sont parfois même culpabilisants. Moi je peux vous dire que la thérapeute, qui est toujours ma thérapeute, que je vois si j'en ai besoin, bon, je n'étais pas toujours en expansion de conscience, en état modifié de conscience, et quand j'échangeais avec elle, souvent, elle me disait, Michel, là, tu n'es pas juste, c'est pas clair, etc., etc. Donc, bien entendu, je veux dire, le travail se fait de manière globale, je dirais, le corps, l'esprit et l'âme. Donc ça, c'était mon propos pour vous parler un peu des états modifiés de conscience. Donc une dernière fois, ce n'est pas des expériences que j'ai faites, mais qui sont décrites et qui sont certainement réelles, avec tous les livres anciens qui ont été écrits sur ces sujets. État modifié de conscience, les passes, entre guillemets, magnétiques. Deuxième état modifié de conscience, le regard, la fascination. Mesmer, tout le monde a vu Mesmer à la télévision, éventuellement, puisqu'il se dit le fascinateur.
Et puis la suggestion, vous êtes bien, calme, détendu. Et puis des expériences assez extraordinaires, télépathiquement, un très bon sujet, on peut le mettre en état modifié de conscience à son insu. Bon, je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller maintenant avec cet engin-là. Alors, état modifié de conscience. La dernière fois, j'étais un peu perdu, donc je ne me gêne pas pour développer un peu tout ça. Je vais vous lire carrément ce que j'ai écrit. Alors, j'ai réalisé ces jours-ci, j'ai écrit ça il y a bientôt 20 ans. Mais bon, je reste toujours avec les mêmes idées. Tout au moins la première partie. La deuxième partie, non, j'ai fait ma thérapie entre guillemets, elle n'est jamais terminée, 95-97, avec un grand monsieur qui s'appelle Patrick Drouot. Donc, vous voyez la prétention que j'ai, je vous ai marqué de l'hypnose aux expansions de conscience, chemin de lumière vers la spiritualité. Donc, j'ai oublié de vous dire, peut-être aussi presque le plus important, dans l'hypnose, celle que j'ai toujours utilisée, que je pourrais réutiliser parce que pour moi ça va vite et profond, plus que peut-être l'hypnose électionnelle, j'ai quand même pas mal de connaissances dans ce domaine. Dans l'hypnose que j'utilisais ou que j'utilise la voix, le regard, puis entre guillemets les mains. Donc les trois moyens que nous avons pour être en relation. Donc quand je dis hypnose aux expansions de conscience, je ne suis pas hypnothérapeute, je n'ai pas de diplôme, mais par contre j'ai fait un gros travail sur moi avec un certain Patrick Drouot dont nous allons parler, un travail technique qu'il a inventé, je peux dire, qu'il appelle les expansions de conscience. Mais la base sera toujours la même, c'est plus ou moins la relaxation du corps physique pour arriver à une détente mentale, si je puis dire, et à un lâcher-prise. Et quand je dis chemin de lumière vers la spiritualité, Patrick, mais beaucoup d'autres maintenant, expliquent que très souvent on a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre en hypnose, d'autres techniques, en faisant des régressions de mémoire dans la vie présente. Et il faut aller retourner dans ce qui est convenu des vies antérieures pour comprendre et trouver l'origine, les sources, les causes de nos problèmes. Et si je dis chemin de lumière vers la spiritualité, c'est tout simplement parce que, donc je vous parlais tout à l'heure, cerveau gauche, cerveau droit, tant qu'on n'est pas passé par là, tant qu'on n'a pas vécu ces expériences, on est simplement dans des croyances. Et donc, le seul moyen, c'est d'expérimenter. Chemin de lumière vers la spiritualité, parce que bon, c'est pas le tout d'imaginer, façon de dire, parce que souvent on entend dire, ah ben oui, l'hypnose, on découvre qu'on a été Néfertiti, qu'on a été Napoléon. Non, non, tout ça est faux. Je veux dire, tout dépend de comment les suggestions sont données, bien entendu. On peut induire certaines choses involontairement, il faut être très très vigilant à la façon dont on donne les suggestions. Moi je dis chemin de lumière vers la spiritualité parce que l'important c'est de découvrir ce qu'on appelle le côté sombre de l'âme, c'est-à-dire que quelque part, on a vécu peut-être dans notre vie des périodes où nous étions quand même quelqu'un de passé. On se détache de tout ce côté émotionnel qui nous gêne et qui entrave notre évolution. Là aussi, j'ai trouvé des mots intéressants. Je dis que pardonner, c'est s'en remettre, ce qui est tout à fait différent de se soumettre. Parce que quand on se soumet à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, c'est qu'on a toujours de la colère. Et donc, si on est dans la soumission, nous restons dans une sorte de colère, comme je vous dirais, ne serait-ce que contre Dieu. Comme je vous disais aussi, on ne pourra pas changer le déroulement d'événements traumatiques tels qu'ils ont été vécus. Mais c'est l'énergie négative, ce que je viens de vous dire. Pour moi, c'est vraiment évident. C'est l'énergie négative qui était collée dessus et déclencher des émotions perturbantes qui va disparaître progressivement pour en faire des événements terminés. Je dis qu'on ne peut pas oublier, mais au moins on se rend compte qu'on va mieux parce que justement on n'a plus de cauchemars, parce qu'éventuellement on ne continue pas aussi à être mal dans sa peau, j'ai envie de vous dire. Alors quand j'ai envie de vous donner quand même un petit exemple qui est le mien quand même, très rapidement, puisque là c'est vie présente. Vie présente. J'avais 16 ans, maman a été euthanasiée. Euthanasiée parce qu'elle avait un cancer terminal. Mon père, mon papa, qui n'est plus de ce monde non plus, avait tout fait pour la faire soigner de bonne médecine, comment on dirait, non conventionnelle aujourd'hui, donc sont entendus magnétiseurs, anesthésistes, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez qu'en tout cas, pour la première partie de la maladie, elle a été tout à fait presque guérie. Je résume, presque guérie. Mais malheureusement après, elle souffrait quand même physiquement,
Et, comment vous dire, elle a souhaité être opérée donc de son cancer. Le cancer a flambé. A flambé tout simplement parce que ce médecin radiesthésiste qui avait préféré être radié par le Conseil de l'Ordre et qui soignait à distance aussi, avait dit à mon père, si vous la faites opérer, c'est comme un arbre où on n'enlève pas les racines, ça va redémarrer à nouveau. Et à l'époque, il n'y avait que du radium pour son type de cancer. Si vous la faites soigner aussi avec du radium, je ne peux pas vous garantir que je pourrais la guérir. Toujours est-il que cette maman qui souffrait, elle a été opérée, elle a souffert le martyre. Je peux en parler maintenant parce que je suis sorti de tout ça, bien entendu. Souffert le martyre à tel point que de nombreuses fois, elle a essayé de se suicider en prenant du Gardénal, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de morphine comme maintenant. On s'est taillé dans les veines, en essayant de se défenestrer, et le pire qu'elle a pu faire, imaginez la scène, en se mettant la tête dans le four à gaz, rien que ça. Et elle a tellement souffert qu'effectivement, donc à sa demande, il n'y a pas d'autre mot maintenant, elle a été euthanasiée. Moi j'avais 16 ans, et ma soeur avait 10 ans. Donc, quand j'ai commencé à faire ma thérapie, donc excusez-moi, je ne vais pas vous retarder trop par rapport à une heure et quart de mon exposé, j'avais des problèmes, effectivement, je dirais, psychosomatiques. Des douleurs aussi, anales, hein, je n'ai qu'à vous le dire. Donc je résume, ça va être trop long. Tout ça par rapport à ça. Ignorance. Je prends conscience des causes de mon problème. Ma thérapeute m'a dit, mais votre problème, vous n'avez pas fait le deuil de votre maman. J'ai dit, mais maman, 40 ans qu'elle est décédée, je ne pense même plus. J'ai même fait des petites conférences à propos d'Elisabeth Kubler-Ross à l'école d'infirmière, je sais ce que c'est le deuil et tout. Vous n'avez pas fait le deuil de votre maman, votre problème, il est là. Bon, il ne faut pas trop y croire. Expansion de conscience, on dit, corps endormi, esprit allongé. Et la troisième fois, effectivement, je commençais déjà en pleine émotion. Et quand je vous dis donc ignorance, là, je me suis dit, tiens, ben, moi qui croyais que c'était terminé, émotion. Là, je me suis retrouvé au moment de tous ces événements, entre autres, si je me souviens bien, parce que j'ai vu aussi cette thérapie, au moment où Corbillard allait partir, et puis ça m'a fait rigoler, tout simplement. Et on a dû me dire, surtout, il ne faut pas pleurer, tu es un garçon. Mais jamais ça, il ne faut pas pleurer. Il faut pas pleurer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se mettre en colère. Et surtout, donc, je dis, c'était la 3e ou 4e séance. À un moment donné, j'ai crié, il me l'a prise. Et là, je me suis dit, comprenez bien, j'étais allongé en expansion de conscience, donc un état modifié de conscience, et j'ai crié, il me l'a prise. Et c'est là où je me suis dit, mais il, c'est qui? Je voulais bien comprendre de qui il s'agit. J'étais en colère contre Dieu, Dieu avec lui, ma maman. Et c'est bel et bien vrai. Alors que moi, je croyais que je n'étais pas en colère contre Dieu. Donc c'est tout ça le travail qu'il faut faire. Et attachement, ben, petit à petit, grâce au fait que j'ai pu libérer tout ce côté émotionnel de l'époque, eh bien, je fais de mieux en mieux. De mieux en mieux, c'est-à-dire que mes douleurs psycho-somato-spirituelles, c'est ça que je dis maintenant de cette manière-là, se sont progressivement libérées. Tant pis, je fais un aparté, ce n'était pas prévu, mais c'est pour que vous compreniez comment se passe une thérapie. Donc j'ai fait ma formation, entre guillemets, commencé à faire ma formation avec Patrick Drouot, et d'emblée, je lui dis, vous savez, je ne suis pas trop bien, on faisait le voyage Nice-Paris, si à un moment donné vous me voyez sortir de la pièce, c'est pas que ça ne m'intéresse pas ce que vous allez nous enseigner, bien entendu, mais je ne suis pas très bien, peut-être que je voudrais m'allonger. Et que vous le croyez ou non, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais bon, j'espère que vous me faites confiance. Je ne sais pas si c'était la 2e ou 3e rencontre. À nouveau, j'étais très mal. Très mal, et non seulement j'avais à nouveau mal en bas, vous allez comprendre en bas, et varices comme ça. Et je me disais, oh ben c'est le voyage, aller-retour, bon, etc. Et j'avais tellement mal que j'avais pris un maximum de traitement au niveau de la cause. La cause, c'était l'esbérimène, l'intride marondin, tout ça, tout ce qui est pour les hémorroïdes. Et puis aussi au niveau antalgique. Et puis malgré ça, j'avais très mal, j'en pouvais plus. J'ai pas eu le temps de sortir de la pièce, je me suis caché sous la table, je me suis mis à hurler de douleur. Bien entendu, Patrick Drouot a arrêté sa formation, il est venu vers moi, il m'a fait mettre en chaîne fusil, je ne sais même pas pourquoi, en chaîne fusil, il faut que je m'appelle de la Seine, et il m'a poussé, il m'a dit qu'est-ce qui se passe, il dit je ne sais pas, j'ai mal, et là,
comprenez bien quand je dis prise de conscience. Retour en arrière, maman, c'est comme moi, plus aucun médicament ne fait d'effet. La prise de conscience de cela, tout simplement, prise de conscience. Je n'étais pas en expansion de conscience, je n'étais pas en état modifié de conscience, mais j'étais tellement mal que j'ai lâché prise, je ne sais pas comment, et j'ai fait ce lien. Maman, pareil, tous les médicaments qu'on lui donnait, que ce soit la chirurgie, que ce soit le peu d'antalgique qu'on pouvait donner à l'époque, tout ce qu'avait fait mon père au niveau médecine non conventionnelle, plus rien ne faisait d'effet. On a poussé la morphine pour arrêter son cœur, arrêter sa respiration. Et moi, c'est pareil. J'étais à un maximum de médicaments antalgiques, un maximum de médicaments, entre guillemets, pour soigner la cause, et j'avais toujours aussi mal. Et la prise de conscience de cela, eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, parce que je croyais à l'époque, c'est là que je dis dépassement. Excusez-moi, je parle un peu de moi, je suis désolé, mais moi, vous comprenez peut-être un peu mieux les choses, pas pour me mettre en avant. Je veux dire, je croyais à l'époque, quand j'avais tellement mal, que c'était éventuellement parce que je mangeais une merguez, parce que je buvais un apéritif, même les cerises de mon âme, c'était acide. Pendant un certain temps, je prenais les médicaments, j'avais plus mal, et puis après, ça redémarrait à nouveau. Et donc, bon, suite donc à cette prise de conscience, je peux vous dire que depuis toutes ces années, bien sûr, je bois, je mange ce que je veux, comme je veux. Et quand moi j'en ai parlé avec ma thérapeute, là aussi, je lui dis, mais c'est pas que ça. Hein, je veux dire, je suis sûr que si à nouveau je vais manger un bon couscous, ou boire un apéritif, à nouveau je vais avoir mal. Elle m'a dit non, pas du tout. Non, non, tu peux y aller, il faut dépasser ses peurs. Et effectivement, je mange le couscous que vous voulez, je n'ai plus jamais eu mal. Donc, prise de conscience de ces événements non terminés, traumatisants. Donc, j'espère que vous me croyez sous parole. Je vous parle de moi quand j'avais 16 ans, je vous parle de moi aujourd'hui, j'ai 17 ans. Donc aussi, ben, peut-être que j'ai pardonné à Dieu, donc hein, c'est sans remettre, hein, je ne suis plus en colère après lui. Je m'en suis rendu compte qu'à l'époque, j'étais en colère après lui, puisque j'ai crié « Il la prise ». Et ce « il », mais qui ça peut être ? Il. Donc, important aussi, j'ai oublié de le dire la dernière fois, mais pour moi, c'est pour ça que je fais toujours un lien entre les deux conférences. Ça, je vous l'ai dit. Ah ben, je suis un peu en avance. Maladie et bénéfices secondaires. Rappelez-moi l'exemple que je vous ai donné. Vous avez très mal à la tête, prenez des antalgiques, un peu plus fort, un peu plus fort. Le symptôme ne gêne pas jusqu'au moment où vous avez de telles douleurs que plus rien n'y fait. À ce moment-là, on va vous faire une radio crâne, une radio, je ne sais pas quel l'endroit où vous avez mal, et on va vous dire attention, attention, le symptôme, il ne faut plus le cacher, il faut aller à la cause de vos problèmes. Donc j'ai tout simplement écrit, dit, si nos problèmes continuent malgré tout, souvent c'est que consciemment ou inconsciemment nous les alimentons. Les bénéfices secondaires que nous retirons sont encore trop importants. Je vais aller jusqu'au bout. Il faudra reconnaître que nous préférons rester dans un rôle de victime chronique, je vais développer ça, et que donc les symptômes ne nous gênent pas encore suffisamment. La peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu nous empêche aussi souvent d'aller plus avant afin de nous dépasser, comme le bonheur est parfois la chose qui nous fait le plus peur. Alors comme je vous disais, parfois on alimente nos problèmes. Alimenter, ça signifie que consciemment ou inconsciemment. Alors un exemple, deux exemples que j'ai envie de vous donner, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Une dame que j'ai côtoyée pendant pas mal de temps, toujours dépressive, prenant des médicaments bien entendu, ayant perdu son fils qui avait été écrasé par une voiture, et coïncidence, ce garçon, on avait un service de psychiatrie. Je ne savais pas qui c'est, donc je peux ouvrir un peu plus. Et c'est une dame un peu comme vous, j'ai envie de vous dire, puisque vous êtes là, que vous vous intéressez à tout cela, à la parapsychologie, à tous ces phénomènes expliqués, qui, si on veut bien y croire, a toujours continué à communiquer avec son fils. Communiquer avec son fils, non pas en tant que médium, mais elle avait, semble-t-il, la possibilité, à travers son ordinateur, je suis bien assis, les pieds sur terre, de communiquer avec son fils décédé. Et en même temps, partout un peu dans son appartement, il y avait des photos de son fils. En même temps, elle prenait depuis toujours des médicaments antidépresseurs. Comment voulez-vous faire le deuil de quelqu'un si en même temps vous avez sans arrêt la photo devant vous, et si sans arrêt, en plus sur l'ordinateur, vous cherchez à avoir un message qui va apparaître sur votre ordinateur. Premier exemple. Deuxième exemple, donc c'est quelqu'un que je connais encore,
Je n'étais pas d'accord avec elle. Après, je me suis dit, bah tiens, peut-être tout est à double tranchant. Sous-entendu, pareil, un événement dramatique. Elle a perdu donc une autre dame, son fils, d'un cancer. Et peut-être parce que c'était comme ça, pendant des années, elle a gardé l'urne avec les cendres de son fils, quelque part devant elle, hein, je ne sais pas si c'était sur sa cheminée, chaque fois, elle alimentait, hein, je veux dire, en quelque sorte, son chagrin. Est-ce que pour une maman, la pire des choses, c'est de perdre un enfant? Mais après tout, je me suis dit, peut-être que pendant un certain temps, au moins pour cette dame qui depuis a refait entièrement surface, celle qui a perdu son petit garçon de cancer, peut-être que pendant un certain temps, ça lui a permis quand même de lâcher prise, peut-être au niveau émotionnel. Hein. Vous revoyez peut-être l'un avec les cendres, et peut-être, je dis c'est mon hypothèse, peut-être que petit à petit, ben, elle a tellement pleuré qu'à un moment donné, elle a dit, bon, ben, c'est fini, peut-être elle n'avait plus besoin non plus des cendres et de les avoir devant elle. Donc tout dépend de ce qu'on fait aussi avec ce qui peut nous servir à nous rappeler éventuellement un événement difficile. Mais aussi, donc, on peut rester donc comme victime chronique. Moi, la dame à qui je disais, mais écoute, arrête de vouloir communiquer avec ton fils, enlève la plupart des photos, tu en gardes une, de temps en temps, tu la regardes, tu fais une prière. On n'a jamais voulu, sous-entendu, victime chronique. On ne peut pas se libérer si on a toujours quelque chose qui nous rappelle des événements dramatiques et qu'on ne libère pas. Et qu'on trouve aussi un bénéfice secondaire à, effectivement, peut-être être considéré comme malade, dépressif, avoir plein de médicaments. Et là, je dis, j'ai relu mon texte là, plusieurs fois ces jours-ci, et je dis, mais j'ai écrit aussi la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu, la peur du jugement des autres. Elle n'est pas là, de toute manière elle serait là, vous ne saurez pas qui c'est, une jeune femme que, pas pour dire moi j'espère ne pas être dans l'ego, pas du tout. La sortie dernièrement, à l'état de veille, si je guéris, j'ai peur du regard de mes parents. Et j'ai dit, tu as entendu ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as entendu ce que tu as dit? Il a fallu que 3 fois je dise, mais est-ce que tu as bien entendu? Elle n'avait pas fait attention. Un sacré truc. La peur du jugement des autres. Elle m'a carrément dit, si je guéris, j'ai peur du regard de mes parents. Il y a plein d'autres choses derrière aussi bien. Comment voulez-vous qu'une personne comme ça puisse guérir si effectivement elle fait plaisir à ses parents? C'est pas possible, je veux dire. Et effectivement, il y a toute une histoire familiale là derrière qui est très, très dense en quelque sorte, et elle a des problèmes physiques, hein, donc c'est ça que je dis, psycho-somato-spirituels aussi, qui font que, bon, elle n'a pas encore réussi à lâcher suffisamment prise et se dire, non, mes parents, ce sont mes parents, il faut désacraliser nos parents. Et aussi, je dirais, le bonheur est parfois la chose qui me fait le plus peur. Bon, je peux vous dire, hein, je suis divorcé, ben, je cherche une nouvelle compagne que j'ai peut-être trouvée. Mais si j'avais peur à nouveau de reconstruire une autre vie, je resterai dans cette peur et peut-être je ne retrouverai pas un deuxième bonheur. Donc c'est vrai que le bonheur, des fois, fait peur parce qu'on va se dire, ben, tiens, premier compagnon, deuxième, troisième, un mari, etc., etc. Et puis chaque fois, je tombe mal, non, je ne veux plus m'attacher, je ne veux plus souffrir, etc., etc. Il faut aller de l'avant. Le pire des risques, je le dis très souvent, c'est de ne pas prendre de risques. Si vous ne prenez pas de risques, vous ne pouvez pas avancer. Il y a un truc en plus, là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va aller plus loin, de la conception à la naissance. Donc, un psychiatre tchécoslovaque qui est Stanislas Grof, je ne sais pas si c'est encore en vie. Donc, lui s'est rendu compte de l'évidence et de l'importance du vécu d'un fœtus dans le ventre de la maman, et donc de l'impact de la vie intra-utérine et celui de la naissance sur le futur de l'enfant. Tant que le bébé est dans le ventre de sa maman, il n'y a aucun filtrage entre eux. Le bébé ne raisonne pas, il emmagasine tout au fur et à mesure que vit la maman. Ainsi, comme pour le subconscient qui n'a aucune faculté de raisonner, ce qu'il perçoit, il le croit littéralement. Après, je vous donnerai encore un exemple. Ce que la mère pense, la maman pense, ressent, influence le bébé, surtout si la maman ne veut pas, surtout si la maman ne veut pas de l'enfant, il y aura peut-être rejet de la vie dans le futur et parfois même coupure irrémédiable peu après la conception. Je
Je le dis, je vous regarde tous et toutes, je ne suis pas, on ne peut pas être dans le jugement. Patrick a résumé les choses en disant qu'il y a différents types de maman. Je dis maman, c'est peut-être aussi le père, mais c'est la maman qui porte l'enfant, et puis il y a tout l'entourage familial. Il peut y avoir des mamans, bien d'accord, idéales, des parents aussi, hein, maman et papa veulent l'enfant, des mamans ambivalentes, ah, c'est pas trop le moment, comment on va faire, on a déjà trois enfants, ambivalentes, etc. Il peut y avoir des mamans froides, je le dis, je le répète, je ne regarde personne, je ne suis pas dans le jugement, mon Dieu merci, j'ai jamais fait un pareil choix. Et il peut y avoir des mamans catastrophiques. Donc vous me comprenez, maman idéale, parent idéal, ambivalent, froid, catastrophique. Et tout ça, ça va produire quelque chose d'important sur le futur de l'enfant. Donc lorsque le bébé est dans le ventre de sa maman, c'est pour ça que si vous avez la patience, tout à l'heure on passera sur le magnifique document, vous comprendrez que tout cela est une vérité. Tout ce que vit l'enfant dans le ventre de la maman va avoir un impact dans le futur. Je suis passé par là. Alors, aussi, donc là, je dirais, c'est au niveau psychologique, peut-être au niveau spirituel. Parce que pour moi, dès qu'il y a conception, il y a vie. Mais au niveau corporel, là, vous pouvez très bien le comprendre aussi. Hein. Un bébé peut naître avec le cordon autour du cou, il peut naître prématuré, il peut naître malheureusement avec des forceps, il peut naître aussi avec une anesthésie qui n'est pas spécialement nécessaire pour la maman. Et tout ça, donc, va jouer sur le futur de l'enfant. Alors, comment va-t-il? Vous avez encore le temps ou pas? Quand même, oui, vous voulez bien? Alors, avant de parler, si vous voulez, des différentes matrices, avec Patrick Gros, c'était quand même un travail vraiment en profondeur. Je vous dis, c'est pas pour parler de moi, c'est simplement pour que vous compreniez que tout se fait au niveau du ressenti. Donc, effectivement, on peut faire ramener une personne, si tout va bien, à l'hypnose profonde dans le ventre de sa maman et à sa naissance. On peut la ramener aussi par des expansions de conscience dont on est en train de parler. Mais avec Patrick Gros, c'est allé beaucoup plus loin. Je ne sais pas s'il continue d'ailleurs à faire les mêmes formations, mais premièrement en piscine d'eau chaude. Donc, piscine d'eau chaude, 37 degrés, avec du sel. Donc, dans le ventre de maman, vous êtes dévêtu, là, pareil, hein, nous sommes 30, 40, 60, c'est pas par série si je puis dire. Vous êtes dévêtu, vous flottez dans la piscine chauffée à 37 degrés, avec de l'eau salée, et donc vous êtes déjà plus ou moins dans un état relaxé. Et que je me souvienne, je dis bien que je me souvienne, parce que le but c'est de vous faire perdre les repères. Bien comprendre, on fait perdre les repères pour vous mettre dans un état modifié de conscience. Si je me souviens, on nous fait tourner un peu dans un sens, dans un autre, dans la piscine, avec plus ou moins les bras écartés, on perd complètement ces repères, et avec les suggestions qu'on va vous donner, vous allez revivre la naissance comme si vous étiez dans le ventre de maman, dans le liquide amniotique de la maman. Et vous allez prendre conscience de comment vous étiez dans le ventre de maman. Après, on va rentrer dans les détails. Et ça, c'est vrai que c'est assez fort, assez bouleversant. Et on ne vous donne pas trop le temps, toujours pareil, de réfléchir, de raisonner, etc. etc. Donc là, vous êtes dévêtu, on vous fait allonger là, au bord de la piscine, et on va, je suis passé par là, donc, vous transformer en momie. Ça tombe bien, on est dans le centre culturel égypto-européen. En momie, je veux dire par là qu'on va vous entourer avec des draps complètement trempés, de la tête aux pieds, avec simplement le bout du nez qui déplace. Très serré, l'utérus de maman, tout simplement. Et donc, si je suis là, si vous êtes là, c'est que vous êtes né. Donc le but, c'est de prendre conscience comment on était plus ou moins dans le ventre de maman et comment ça s'est passé à la naissance. Et effectivement, je dis, je vous répète, c'est pas pour parler de moi, j'ai une quantité d'autres qui sont passés par là et qui sont certainement d'excellents thérapeutes. Je ne sais pas si je suis un bon thérapeute, mais je l'espère, j'essaye en tout cas. Donc le but, c'est de naître. Et en plus, donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être parce que donc tout se passe au niveau du ressenti. Si c'est une personne, bon, un peu chétive, une femme, entre autres, vous êtes simplement là, entortillé, donc là, vous avez bien compris, au bord de la piscine, entortillé dans vos bras, avec le nez qui dépasse pour pouvoir respirer. Donc il y a plusieurs cas qui peuvent se produire, après on va en parler.
Et moi, donc, en plus, je comprenais bien la situation, peut-être parce que je n'étais pas si mal que ça dans ma peau déjà à l'époque, bien j'ai eu Patrick Drouot, qui est un peu corpulent, et Yves Sida, qui est le médecin qui travaille avec lui, sur moi, carrément. Et donc, comprenez bien ce que je vais vous faire passer, tout se passe au niveau du ressenti. Donc, ce sont des thérapeutes hors pair, tous les deux, bien entendu. Et donc, le but, c'est de naître. Et effectivement, vous êtes entortillés là-dedans, et mon but, c'était d'arriver à naître. Et comme il avait leur poids sur moi, il fallait bien qu'à un moment donné, je puisse naître. Parce qu'avec leur force, leur poids, et le fait que j'étais entortillé, tête aux pieds, hein, justement, dans ces draps, ces bandages, comment ça, enfin des draps, chaque fois que Patrick et Yves Sida lâchaient un peu prise, en quelque sorte, moi je me débattais, et j'essayais de sortir, en quelque sorte, je voulais naître. Hein. Le but, c'était de naître. Et effectivement, à force, eux, comme ils sentaient les choses, s'ils voulaient avec leur propre poids, leur propre force, ils pouvaient carrément m'empêcher de bouger. Mais le but, c'est pas là. Eux, comme ils sont d'excellents thérapeutes aussi, ils ont l'habitude, ils sentaient que par moment, il fallait que du fait que moi je lâche prise, qu'ils lâchent prise aussi. Et à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, j'ai crié, je me suis tellement débattu, presque mordu, si je me souviens bien, je ne sais plus lequel des deux. Ils ont compris que j'étais en train de naître. Et donc c'est là où on va parler des matrices périnatales fondamentales. Apparemment, comme 3/4 des personnes, nous faisons partie, nous avons, comment dire, nous sommes adaptés à la vie et nous sommes un peu, au niveau du ressenti, dans ce qu'on appelle la 3e matrice fondamentale. Donc, où j'en suis, excusez-moi, Stanislas Grof, donc, psychiatre. Alors ça c'est un de mes fils qui m'a fait ce beau travail, Je suis clair avec vous, je n'ai pas approfondi donc les livres qu'a écrit Stanislas Grof. J'ai plus compris à travers la formation que nous avons suivie, plus compris surtout à travers ma propre expérience naissance, vie intra-utérine, ces fameuses matrices. Donc, comment les expliquer? Donc, au début de la grossesse, donc là c'est simplement physique, le fœtus est en fusion avec sa maman, il est dans un univers de félicité, tout va bien. Je parle surtout là, on est bien d'accord, au niveau psychologique. Si tout va bien, il est dans cet univers de félicité, tout va bien. Ok. Et au niveau physique, plus important, il n'y a pas de contraction, ni rien, il est là bien au chaud, il est tout petit, hein, il n'a que quelques mois, maximum 3 mois, tout va bien, puisqu'il n'y a pas de contraction ni rien. La deuxième matrice, donc c'est pour ça qu'au départ, je vous ai mis, enfin c'est mon fils, 2 petits cœurs, hein, petit cœur donc du bébé, et de la maman, tout va bien, ils sont ensemble, ils sont en fusion. La deuxième étape de l'accouchement, il commence à y avoir des contractions, mais, problème, stop, le col est fermé. Donc je pense que parmi vous, il y a des mamans, vous savez de quoi il s'agit, le col est fermé, donc le bébé, il a beau vouloir commencer à se tortiller dans le ventre de maman, il commence à avoir des contractions, le col est fermé, il ne peut pas sortir. Le bébé donc a une sensation de sans issue. Il y a antagonisme au niveau, si je puis dire, énergétique entre la maman et lui. C'est-à-dire que lui, il commence à pousser pour sortir, mais le col est fermé, il ne peut pas sortir. Et pourtant, il y a des contractions qui l'aident à vouloir sortir. Troisième matrice, donc, les pressions mécaniques physiques, donc elles, augmentent, les contractions augmentent, mais le col n'est pas tout à fait encore ouvert, l'énergie peut être colossale, il y a lutte pour la vie. Là, le bébé, il commence ça y est, ça commence à s'ouvrir, je vais essayer de sortir, parce que le col est ouvert, avant il ne pouvait pas. Donc le futur bébé est en synergie avec la mère, car les efforts de l'un et de l'autre sont orientés vers le même but. Si tout va bien, c'est toujours pareil, hein. Si tout va bien. Après, on va comprendre pourquoi, quand je dis si tout va bien. On va aller donc vers la délivrance et la naissance, hein. On est bien d'accord. Première partie, il n'y a rien qui se passe. Deuxième, le col est fermé. Troisième, on n'est pas loin de la naissance, puisqu'il commence à y avoir non seulement des contractions de plus en plus fortes, mais aussi le col est en train de s'ouvrir. Et puis, enfin, MPF 4, un peu plus loin, l'ouverture complète du col, la délivrance survient, le bébé prend sa première
inspiration terrestre, il ne respire plus par le cordon ombilical, le sang n'amène plus le... Et il prend sa première inspiration terrestre et devient autonome, puisqu'il y a coupure du cordon ombilical. D'un seul coup, c'est un bébé qui devient autonome. Il est dehors, il respire tout seul, il vit tout seul. Et au niveau symbolique, il y a donc résolution du conflit, mort, naissance et diffusion avec la maman. Mais aussi, tout ça c'est au niveau symbolique, mais au niveau pratique, mais vous savez bien que le côté symbolique est très important aussi au niveau des thérapies, il y a aussi séparation, premier abandon, premier deuil. Et ça, c'est aussi la réalité. Il devient autonome, il se sent abandonné, et le premier deuil, sa maman, c'est comme s'il ne voulait plus de lui. Alors là, je le dis et je le redis, le bébé aura d'autant plus participé à sa naissance qu'il se sera senti désiré, attendu, accepté, quelle qu'elle soit. Bien entendu, donc c'est ça qu'il faut sentir. Quand je dis sentir, c'est que dans ces 4 phases, si je puis dire, le bébé, lui, il va participer seulement s'il se sent accepté tel qu'il est, tel qu'elle est, etc., etc. Sans quoi, automatiquement, comme je vous dis, il va y avoir des problèmes quand il sera né, si je puis dire. Donc l'idée qui m'est venue, parce que je vous dis, je n'ai pas lu le bouquin de Grof, mais pour moi ça a beaucoup de sources, presque. NPF1, je vous disais, c'est le début de la grossesse, tout va bien. Mais le problème, c'est que dans n'importe quelle partie de ces matrices, n'importe quelle partie de la, de la vie intra-utérine de l'enfant, les parents, la maman surtout, peut être toujours pareil, idéale, ambivalente, froide, catastrophique. Et tout ça, le bébé, comprenez-le, vous allez le voir dans le prochain document vidéo si vous avez la chance d'attendre, tout ça, le bébé va le ressentir. Donc moi, je vous dis, bon, c'est pas toujours que je fais ces petites conférences, je me suis mêlé. Si dès le début de la grossesse, toute la famille, la maman ne veut pas du bébé, mais le bébé va naître tôt ou tard. Peut-être c'est ce qu'on appelle des patients qui sont des gros malades mentaux, des psychotiques, des schizophrènes, tout simplement parce que je me suis dit aussi, on parle souvent d'incarnation, peut-être ce sont des enfants, quand ils deviennent adultes, et qui sont complètement marginaux, complètement en dehors de la société, et qui sont vraiment de gros malades mentaux, ils ne sont pas incarnés, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un tel rejet, le bébé a tellement été rejeté déjà la première partie de sa vie, que, bon, il a été bien obligé de naître, puisqu'il y a eu contraction, expulsion, naissance. Mais il s'est senti tellement rejeté qu'il a gardé cette mémoire. Il a gardé cette mémoire au niveau cellulaire, et c'est pour ça qu'il a toujours l'esprit ailleurs, il n'a plus la tête sur les épaules, etc. Donc, à mon avis, ce sont des personnes qui n'ont pas voulu s'incarner parce que, tout simplement, ils ont été rejetés dès le début. Deuxième partie, Patrick là nous expliquait tout simplement que, stop, je repense à cette jeune femme qui me dit, mais j'ai peur du regard de mes parents si je guéris. Pourquoi les fermer? Pareil, peut-être qu'à cette époque-là, eh bien, elle voulait vivre, et puis ses parents, je lui dis, j'avance les choses, je n'affirme rien. Mais à travers quand même ce qu'elle a déjà expliqué, ses parents ne voulaient probablement pas d'elle. Et donc, dans la vie, elle a toujours quelque chose qui l'empêche d'avancer. Elle est stoppée. Troisième partie, je vous dis, c'est la plupart d'entre nous, si tout va bien. Qu'est-ce que j'ai fait moi, quand j'avais Patrick Drouot, surtout, et Yves Sida sur moi? Petit à petit, je m'adaptais. C'est-à-dire que petit à petit, ils lâchaient, eux, leur étreinte sur moi, leur poids sur moi, et je me suis tellement tortillé, j'ai tellement crié, je crois que j'ai crié d'ailleurs, mon bébé qui est en train de naître, que, effectivement, je suis né, je me suis adapté à la situation. Et si vous êtes là, c'est que quand même, plus ou moins, vous êtes adapté, si tout va bien, à la vie, et chaque fois que vous avez un petit problème existentiel, vous arrivez, j'ai envie de vous dire, parce que vous comprenez les choses, vous arrivez à libérer peut-être aussi le problème, et vous arrivez à dépasser le problème. Donc je dirais peut-être la troisième matrice, où la plupart d'entre nous, on arrive plus ou moins à s'adapter aux situations. Et la quatrième matrice serait celle, semble-t-il, des saints. Tout simplement parce que ils sont tellement dans l'instant présent, certaines personnes, certains mystiques, parce que peut-être à la fois dans leur désir, on va parler après de réincarnation, dans leur désir de revenir volontairement ici-bas,
dans le but aussi qu'ils ont choisi peut-être une famille qui vraiment les désirait, ils sont tellement dans l'instant présent que c'est comme, je dis bien, c'est comme si ils n'avaient aucun problème dans la vie. Mais aucun problème, c'est-à-dire que ce sont des êtres aussi spirituellement très élevés. Après, vous poserez des questions, si besoin, bien entendu. Alors, je disais aussi que on découvre, ça c'est un peu le but de tous nos échanges, pour l'instant c'est moi qui parle, excusez-moi. Nous découvrons par les techniques d'hypnose, d'expansion de conscience, donc dans des états modifiés de conscience, des vies antérieures ou intérieures. La prise de conscience de ces personnalités les plus troublantes résout souvent les problèmes dont on n'a pas trouvé les causes dans la vie présente. Je dis moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de retrouver tout le mauvais côté que j'avais dans l'autre vie, le côté sombre de l'âme. Donc, pour retourner dans le passé, on peut utiliser les suggestions. À l'époque, quand c'était hypnose, je ne me cassais pas trop la tête, vous allez retourner dans votre précédente vie, et puis effectivement, certaines personnes, se remettaient à vivre des choses assez extraordinaires, qui n'étaient pas suggérées, puisque retourner dans la précédente vie, je ne savais pas du tout qui elles étaient, ce qui allait se passer. Patrick Gros, lui, il a eu la bonne idée, bon, on utilise plutôt en expansion de conscience, d'utiliser, si vous voulez, les symboles de franchissement d'un cercle de lumière, puis d'un tunnel temporel pour parvenir dans un autre temps, un autre lieu. Ce que vivent des personnes qui font des expériences de mort imminente. Vous le savez, elles voient un cercle de lumière, elles traversent ensuite un tunnel temporel, et elles se retrouvent entraînées dans l'au-delà, dans un autre espace, hors du temps, etc., etc. Donc on peut suggérer en expansion de conscience peut-être ces suggestions aussi pour les ramener dans une autre vie. Dans la religion catholique, l'existence des vies antérieures a été reconnue jusqu'en 553 et ces croyances ont été abolies par la suite. Concile de Constantinople. Donc, les personnes qui me connaissent et qui connaissent Monseigneur Gérard, qui est un de nos amis exorcistes, lui n'est pas d'accord sur le concile de Constantinople, et il dit que ce n'est pas vrai que dans la religion catholique, les vies antérieures n'étaient pas reconnues. Bon, moi je n'y étais pas à cette époque, lui non plus, j'ai vu ça dans de nombreux ouvrages. Donc, je me répète, semble-t-il, avant, les catholiques croyaient en la réincarnation. Pour les bouddhistes, c'est une évidence, même si le bouddhisme est plus une philosophie qu'une religion. C'est bien la suite. Les yogis bouddhistes disent que la connaissance du karma, cette influence, cette relation de cause à effet qui nous pousse dans l'incarnation, efface les effets négatifs du karma. Cause à effet. Cause à effet. Symptôme et cause. Sous-entendu, et je me suis dit, par expérience, mon Dieu, c'est vrai, quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose il y a tellement d'années, je ne croyais pas que je faisais la queue chez moi, hein, mais il fut un temps quand même, on faisait beaucoup d'expériences à l'époque, du CEPI, Psychiatrie sans frontières, tout ça. Donc, effectivement, je me suis rendu compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des personnes simplement à qui on ne donne aucune suggestion, mais qui, je ne sais pas pourquoi, se retrouvent d'emblée en état modifié de conscience et il y a une débâcle émotionnelle, ça efface tout le côté négatif des événements non terminés. Et quelque part, c'est ce que dit aussi, ce que disent les yogis, c'est-à-dire que, toujours pareil, le fait, si vous voulez, de prendre conscience de notre karma, de prendre conscience, si vous voulez, de pourquoi on a tel problème, ça suffit pour effacer le problème, tout simplement. Alors là, c'est important aussi dans la mesure où là, nous allons parler aussi de réincarnation. Je dis, mais je pense que certains d'entre vous seront d'accord, chaque âme, avant de se réincarner, a choisi les épreuves qu'elle aura à surmonter sur Terre, quitte à découvrir pourquoi elle a ce travail à faire, une mission, petit m bien entendu. Chaque épreuve a un sens profond. Si on ne comprend pas, on revient avec le même problème. Là, c'est vrai, bon, c'est ma croyance, je veux bien, hein, mais bon. En tout cas, pour moi, c'est une évidence dans ce que je dis, dans ce que j'écris, dans ce que d'autres affirment. Je me répète volontairement, les yogis disent que la connaissance du karma, cette influence, cette relation de cause à effet qui nous pousse dans l'incarnation, efface les effets négatifs du karma. Et c'est vrai que souvent, pour le karma, on entend dire « c'est mon karma ». C'est mon karma.
c'est mon karma, sous-entendu, oh ben je peux rien faire. Moi je dis là, c'est faux, c'est faux. Le karma, c'est pour nous aider justement à évoluer. Chaque âme, avant de se réincarner, a choisi les épreuves qu'elle devra surmonter ici-bas, quitte à découvrir pourquoi elle a ce travail à faire, une petite mission. Chaque épreuve a un sens profond. C'est pas pour rien qu'on a des épreuves. Si on ne comprend pas, on revient avec le même problème. Alors je dis aussi, est-ce qu'on a choisi notre famille et les personnes significatives que nous rencontrons dans notre vie? Moi je pense qu'effectivement, c'est possible qu'entre deux vies, soit on a la liberté effectivement encore de choisir et de se réincarner pour essayer de comprendre et puis de dépasser nos problèmes, soit, entre guillemets, qui vous voulez, les anges gardiens, le bon Dieu, le Bouddha, qui vous voulez, mais non, non, tu n'as pas encore compris, il faut que tu reviennes pour que tu comprennes. Et donc c'est pour ça aussi que souvent, peut-être moi maintenant, je ne sais pas, dans certaines familles, les enfants disent, mais je n'ai pas demandé à venir au monde, c'est vous qui m'avez voulu. Peut-être que vous avez déjà entendu dire, sous-entendu, quand il y a des problèmes avec les enfants et les parents, mais non, c'est vous qui m'avez voulu. Moi je dis, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que nous avons choisi nos parents. Et je vous dis, bon, ça paraît un peu curieux, mais je me suis dit, bon, longtemps je n'ai pas pris le temps de relire tout ça, c'est grâce à vous qui êtes là aussi. C'est grâce à mes parents que je suis là, et quand vous êtes là. Si mon père n'avait pas fait soigner maman en médecine non conventionnelle d'abord, et si maman n'avait pas eu ce terrible cancer, je ne me serais pas intéressé justement aux médecines non conventionnelles, pas du tout. Et je n'ai pas eu peut-être le besoin de faire ce travail sur moi. Donc peut-être que là-haut, même si je n'en ai pas eu vraiment conscience, à travers ma propre thérapie, j'ai choisi mes parents. Sans eux, je ne serais pas là. Ça c'est clair, net et précis. Donc je dis que là aussi, on est peut-être dans une fausse croyance. Quand les enfants nous disent « je n'ai pas demandé à venir au monde », on n'en sait rien, puisque bon, ils ne sont pas passés ni vous ni moi peut-être faire un travail sur eux-mêmes, si vraiment choisir les parents ou pas. Si on arrive à changer les choses et qu'on dit aux enfants « non, 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 toi aussi tu as choisi, tu as choisi de nous avoir comme parents », et qu'on arrive à les persuader, parce qu'ils le découvrent à travers éventuellement un travail qu'ils vont faire sur eux-mêmes, ça sera beaucoup plus facile au niveau relation humaine, je pense. Alors, je dirais aussi, est-ce que nous nous laissons libres? Moi, je dis, c'est nous qui décidons de nous incarner pour être déjà homme ou femme, et nous sommes donc responsables de ce premier choix, ou peut-être avec nos guides spirituels. C'est nous qui décidons aussi du choix de notre famille et des personnes significatives de notre entourage. Quand on dit personnes significatives, j'ai envie de vous dire une autre anecdote aussi, que vous compreniez, quand on fait un travail sur soi, c'est toujours angoissant, bouleversant, culpabilisant, et parfois on découvre des choses vraiment qu'on a complètement oubliées, bien entendu. Pendant notre travail, donc là c'était un travail qu'on faisait aussi à la naissance avec Patrick Douault, un des jeunes qui était là a découvert qu'il avait été abandonné par ses parents dans une poubelle. Alors imaginez, c'est une réalité. Je ne dis pas devant un foyer, devant une église, bien tout fait. Découvert dans une poubelle. Bon, je ne connais pas son histoire, mais vous pouvez imaginer que quelqu'un qui a ça, qui traîne ça derrière lui, comment voulez-vous qu'il puisse être bien dans sa vie? Il était non seulement abandonné, mais pas n'importe où, il allait mourir certainement. Et donc c'est là aussi, je dis qu'on ne peut pas juger, parce que peut-être il avait décidé, aussi il faut que ça paraisse, de devoir vivre cette expérience pour évoluer. Et donc, bien entendu, peut-être que ce n'était même pas ses parents, peut-être que c'était une famille adoptive, j'ai aucune idée, je ne connais pas son histoire. Mais c'est vous dire que dans l'inconscient est je ne sais pas, un grand réservoir dans lequel il y a tous ces événements non terminés au niveau émotionnel, mais aussi après on peut retrouver les ressources, on peut comprendre, on peut évoluer parce qu'on a vraiment des ressources inépuisables à l'intérieur de nous. Donc, le but c'est, pareil, de dépasser l'ignorance, de dépasser la colère et de s'en remettre. S'en remettre. Un Dieu d'amour, j'ai envie de dire. Aussi, nous ne pouvons être que dans l'acceptation. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord.
Et cela nous rend encore davantage responsables de notre avenir et dans le non-jugement. Parce qu'on ne sait pas aussi pourquoi les parents ont abandonné cet enfant. Pas savoir. Alors là aussi, ce que je dis souvent, ce qui peut être facile pour quelqu'un, peut être très difficile pour quelqu'un d'autre, voire impossible. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas juger, c'est impossible. Alors, je suis en retard. Patrick Gros nous a donné cet exemple. Alors je le lis parce que c'est quand même assez fin. Mais à mon avis, c'est tout à fait valable. Le revécu de certaines de nos vies antérieures ne peut pas nous laisser indifférents. Bien d'accord. Nous avons indifférents parce que, on n'a pas parlé de vie antérieure pour l'instant, nous avons déjà vécu et vécu. Moi je dis pour moi la mort du corps physique, oui, mais la mort en tant qu'esprit, âme, conscience, la mort n'existe pas. Si tout va bien, chaque vie nous permet d'évoluer vers la lumière et la spiritualité. C'est-à-dire que si tout va bien, on a compris le sens de chaque épreuve que nous avons. On a quand même avancé à travers des lectures, à travers des conférences, à travers des rencontres. Je veux dire, moi, il y a 50 ans, je ne serais pas parlé comme ça, bien entendu. Donc, à travers tout ça, par exemple, dans cette vie, je suis bourreau. J'ai été bourreau dans ma vie présente. C'est le côté sombre de l'âme. Je suis vraiment un bourreau. Bourreau, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais à l'époque où il y a eu le problème du sang contaminé, le ministre a dit « je suis responsable mais pas coupable ». Et je crois que ces mots sont importants. Être responsable, peut-être qu'effectivement, il était responsable. Je ne suis pas dans le jugement, on est bien d'accord, je ne m'occupe pas de politique, mais les mots m'ont fait titre quand même, m'ont interpellé. Bon, il avait choisi certainement, je ne sais pas, des médecins, des professeurs, des laboratoires, et donc il était responsable de ce choix. Mais peut-être qu'il ne savait pas que le sang allait être contaminé et qu'il y avait peut-être encore un gros problème d'argent derrière tout cela. Donc je dis, être responsable, c'est une chose, être à la fois responsable et coupable, ça signifie qu'on sait que l'on fait mal. Donc on le sait et on continue à faire mal, on est coupable. Donc dans cette vie, j'ai été bourreau. Au moment de mourir, ou entre deux vies, donc là, soit au moment de mourir, je me sens coupable. Je peux avoir donc du remords. Remords, ah ouais, j'étais coupable, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, mais peut-être l'enfer existe, le purgatoire, oh là là. Je rumine, j'ai du remords. Remords, c'est intéressant, c'est un esprit de fermeture. Mais vous pouvez avoir aussi du repentir. C'est-à-dire que non seulement vous commencez à comprendre que vous n'avez pas bien fait, mais c'est vraiment au fond de votre âme, au fond de votre cœur, vous avez du repentir. Ce n'est pas le remords, c'est quelque chose de plus fort. Et le repentir, c'est un esprit d'ouverture pour comprendre. Et donc là aussi, c'est la suite, je n'ai pas fait exprès, pour comprendre, me libérer, me dépasser, je vais expérimenter une nouvelle vie terrestre. Une nouvelle vie terrestre, c'est-à-dire que si on veut bien croire qu'on va se réincarner, qu'on le veuille ou non, pof, allez, on est obligé de revenir. Et là, comme le but est de ressentir, j'étais bourreau, pour ressentir ce que moi j'ai fait subir à une victime, il faut que je me mette à la place de la victime. Donc, je vais être dans une peau de victime. C'est très symbolique, mais ça permet peut-être de comprendre un peu. Et là, je ne sais plus qui a dit, c'est pas mal aussi, après au niveau spirituel, on paye ses dettes, mais pas les amendes. C'est-à-dire qu'à mon avis, s'il y a eu un créateur, s'il y a un Dieu, pour moi c'est le mot de toute manière, eh bien il n'est pas là pour nous punir, pas du tout. Après je vais vous lire deux textes importants. On paye ses dettes, non pas des amendes. C'est-à-dire que c'est nous qui nous punissons nous-mêmes, puisqu'on va revenir comme victime. Mais au moment de mourir, je peux à nouveau être aussi avec différents sentiments que tristesse, peur, agitation, attachement, colère. Surtout la colère. Voilà, toute ma vie, j'ai été donc à nouveau victime, et puis comme je suis victime, il me faut aussi quelque part un bourreau. Un bourreau, mais c'est symbolique, c'est peut-être la mort, c'est peut-être une maladie grave, etc. Mais là, non, c'est vraiment le bourreau. Le bourreau, on n'a qu'à dire physiquement. La technique idéologique, elle levait le doigt très 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 lentement. Quelqu'un qui n'est pas justement en état modifié de conscience, en général, hop, il lève le doigt très rapidement, ça veut dire qu'il est toujours ici présent. Donc l'important, c'est que cette dame a pris conscience finalement qu'effectivement, au moment de la naissance se présentait mal
pour la maman, bien entendu. Et le gynécologue s'est trouvé pris de court et a demandé donc au papa qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on doit sacrifier votre épouse ou le bébé? Et puis finalement, donc, bien entendu, il n'avait pas d'autre choix que de dire ben non, puis le bébé. Le bébé donc a enregistré tout ça. Il a dû croire donc, penser que donc il n'était pas du tout aimé, accepté, attendu, et il s'est rendu malade en quelque sorte. Et c'est la prise de conscience en quelque sorte de cet épisode qui a fait qu'elle a certainement guéri de son problème de douleur qu'elle avait donc vécu toujours, semble-t-il. Voilà, à peu près comment se passe une régression de mémoire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'applaudir ces autres cas, mais bon, moi j'ai encore le temps si je peux répondre à des questions, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru pas claires? En tout cas, je suis désolé, je n'ai pas pensé à éteindre déjà la lumière pour la projection du film, mais j'ai oublié que, bon, effectivement, j'avais pu emmener le haut-parleur pour que vous entendiez vraiment le discours. Alors, moi, j'entendais à peine, j'espère que vous avez pu au moins entendre suffisamment pour comprendre, quoi. Mais le premier épisode qui n'avait rien à voir avec donc, la régression de mémoire à la naissance, donc ce sont des enfants qui sont donc, probablement cancéreux, qui sont très bouffis au niveau donc, de la figure, peut-être avec la cortisone. Et ils ont été certainement conditionnés au niveau hypnose par l'hypnothérapeute. Et ils arrivent donc eux-mêmes, sans avoir besoin de l'hypnothérapeute, à se mettre justement en hypnose en regardant, si vous voulez, un point, simplement un ancrage, ce qu'on appelle aussi un ancrage. Je regarde ça, puis pof, je me mets dans un état différent où probablement donc, la douleur ou l'appréhension au minimum est vraiment supprimée. Pourquoi? Parce que donc, quand j'étais infirmier, effectivement, pour des personnes âgées qui ne buvaient pas suffisamment, qu'on recevait aussi en psychiatrie, donc qui étaient confuses, parce qu'elles n'avaient pas suffisamment bu, c'était l'augmentation de l'ammoniamine, qui est un poison donc, dans les urines. Elles n'avaient pas suffisamment bu, et donc on est obligé de passer une sonde gastrique. Et donc c'était très difficile d'une part, et puis bien entendu, très souvent, elles se débattaient, parce que passer une sonde gastrique dans le nez, c'est pas évident. On leur demandait aussi de boire en même temps avec une pipette, et tousser et tout. Là, donc, ces enfants ont pris, si je puis dire, l'habitude, grâce à ce conditionnement, non seulement de se passer une sonde gastrique, mais aussi, c'est quelqu'un qui n'est plus trop connu maintenant, mais je dis les bases seront toujours les mêmes, dans cet état modifié de conscience, ils utilisent un peu l'autosuggestion. C'est-à-dire que si je me souviens, parce que je n'ai pas bien entendu, certains donc, ont peut-être un problème de cancer peut-être de l'estomac, ils imaginent aussi comment éventuellement il peut se tapisser l'estomac pour ne plus sentir les douleurs, etc. Donc ils se visualisent aussi au niveau du septum le plus possible avec une protection pour les aider. Donc, je trouve ça passionnant et c'est ça que maintenant de plus en plus dans les hôpitaux on utilise au moins l'hypnose pour les anesthésies locales ou plus ou moins profondes. Donc, voilà, écoutez, je ne vous retiens pas, merci infiniment, c'est moi qui vous applaudis, merci de tout votre cœur, de tout mon cœur. Donc à une autre fois, si vous le souhaitez, vous savez où je suis. Tout le monde va sur notre site, vous connaissez nos coordonnées, pas de problème. D'accord. Merci beaucoup encore. En plaisir en tout cas. Merci. Merci.